Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Il fait un temps épouvantable à Londres, épouvantable. En même temps, on est à la fin du mois de novembre, me direz-vous. Novembre 1893, toutes les rues sont trempées. Il faut éviter les flaques qui longent les trottoirs londoniens. Et en cette fin de matinée plus qu'humide, un homme traverse le quartier de Westminster. Costume noir, chapeau melon noir. On peut remarquer qu'il a le pas pressé, une serviette sous le bras dans laquelle on devine qu'il a pu glisser un certain nombre de papiers personnels. Cet homme, il a 35 ans environ, cela fait 6 ans qu'il est devenu une célébrité, un auteur à succès. Il s'agit d'Arthur Conan Doyle. En 1887, il avait fait paraître un roman plutôt discret qui introduisait, comme on dit en Angleterre, la figure de Sherlock Holmes. C'était le début de Sherlock Holmes dans la littérature et l'ouvrage s'appelait « Une étude en rouge ». Conan Doyle était médecin, sauf qu'il faut bien dire que son cabinet n'attirait pas énormément de patients et que, pour tuer le temps, il noircissait des pages. C'est dans ces moments d'ennui qu'est née la figure du célèbre détective. Quelques années plus tard, après 2 romans et une trentaine de nouvelles, la figure de Sherlock Holmes est devenue une véritable icône de l'Angleterre victorienne. Arthur Conan Doyle est toujours aussi discret, mais en attendant, il s'est enrichi. The Strand Magazine, dans lequel paraissent les nouvelles, ce magazine le paie très cher pour qu'il poursuive son œuvre, pour qu'il continue d'inventer les extraordinaires enquêtes de Sherlock Holmes, qui est un petit peu la poule aux œufs d'or, si vous voulez. Dès les premières années, ces aventures ont intéressé un nombre incroyable de lecteurs. Il y a une espèce de groupe de fidèles qui s'est créé. On s'est mis à s'arracher les livres. Les nouvelles du célèbre détective, toujours accompagné du docteur Watson. Vous savez que c'est Watson qui raconte les histoires de Sherlock. Tout ça est devenu un mythe. Les nouvelles ont fait du magazine, du Strand Magazine, le périodique le plus lu en Grande-Bretagne, avec chaque mois près de 350 000 exemplaires imprimés. Et c'est justement dans les bureaux du Strand Magazine que se rend Arthur Conan Doyle. Il vient donner en main propre aux personnes qui vont écrire, qui vont composer le magazine, il vient leur donner sa dernière nouvelle. Habituellement, il laisse cette tâche au personnel du journal qui vient récupérer les manuscrits, mais en cette fin de novembre 93, il a tenu à venir lui-même. Arthur arrive au croisement de Burleigh Street et du Strand, il entre dans l'immeuble. Il demande à être reçu par le directeur. Le directeur, c'est Smith, qui le reçoit évidemment tout de suite, sans le faire attendre. Les 2 hommes se connaissent bien, ils ont eu de nombreuses occasions d'échanger. Inutile de vous dire que pour Smith, Conan Doyle est devenu l'auteur fétiche. Il est reçu comme un prince. Après tout, l'homme qu'il a devant lui, c'est celui qui contribue de façon considérable à faire de son magazine le plus lu d'Angleterre. Arthur dit lui apporter la dernière des nouvelles qu'il sort de sa serviette. Elle pourra apparaître comme convenu dans le prochain numéro du magazine, donc le numéro de décembre 1893. Smith le remercie. Il lui dit qu'il ne fallait pas qu'il se dérange, qu'un employé de la maison aurait très bien pu lui épargner ce trajet par ce temps pluvieux. Sauf que l'auteur lui dit qu'il voulait lui-même apporter sa contribution parce qu'il a l'intention de s'entretenir avec le directeur de l'avenir de leur collaboration. Smith est un petit peu nerveux. Il se redresse sur son fauteuil, il sent un peu battre son pouls d'un seul coup. Il demande à Conan Doyle ce qu'il souhaite. Et Arthur lui indique que c'est non seulement la dernière nouvelle en date, mais ce sera la toute dernière nouvelle de Sherlock Holmes. Là, il l'a là sur son bureau, le directeur. Il n'y en aura pas d'autre. Parce que la vérité, c'est que Conan Doyle, dans cette nouvelle, a fait mourir Sherlock Holmes. Smith est
surpris. « Vous ne pouvez pas faire ça », dit-il à l'écrivain. C'était un choc pour lui, vous imaginez. Les aventures du détective sont tellement attendues. On ne lui parle que de ça. Dès qu'il va dîner en ville, on lui parle toujours de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Et Conan Doyle sait que la fin de cette aventure va pour le magazine être un problème, c'est incontestable. Il dit à Smith qu'il a tout à fait l'intention de publier d'autres nouvelles, qu'il fera même s'il veut d'autres romans, des romans historiques, mais sans la figure de Sherlock. Et sans donner plus d'explications, Conan Doyle se lève, dit au directeur qu'il reviendra dans quelques semaines pour évoquer la suite et il sort. Et Smith est là complètement désemparé à son bureau et il se laisse retomber sur sa chaise. Il n'y a pas à dire, cette mort de Sherlock Holmes, pour lui, c'est une catastrophe. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on peut peut-être se demander la raison pour laquelle Arthur Conan Doyle a, de cette manière brutale, mis fin aux aventures de Sherlock Holmes. Le détective n'avait jamais à ce point été célèbre, attendu, il faisait vendre, c'était devenu un phénomène, je vous l'ai dit. Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, peut-être entrer un peu plus dans la vie d'Arthur Conan Doyle. La vérité, c'est que l'écrivain n'en peut plus de son héros, qui l'occupe des journées entières et même des nuits entières. Le peu de temps qu'il a de loisirs, c'est pour entendre parler de Sherlock Holmes, qui occulte complètement ce qu'il a pu faire d'autre. Il a pourtant écrit d'autres œuvres. Il le dit à ses amis, « Sherlock Holmes est en train de voler ma vie ». Et alors qu'il est en train d'écrire les dernières pages de cette dernière nouvelle, Conan Doyle écrit à sa mère « Je suis au milieu de la dernière affaire de Holmes, après laquelle ce gentleman disparaît pour ne plus jamais revenir. Son nom seul m'insupporte. » Cette nouvelle, qui s'appelle en français « Le dernier problème », l'auteur a voulu qu'elle soit non seulement la dernière de Sherlock Holmes, mais qu'elle soit celle de sa mort. Et les lecteurs du Strand, évidemment, quand ils attaquent le numéro de décembre, eux n'ont rien vu venir. Je cite François Rivière dans son Arthur Conan Doyle, l'histoire extraordinaire du créateur de Sherlock Holmes. Voici ce qu'écrit François Rivière. Les lecteurs de plus en plus nombreux à mesure que les exploits de Sherlock Holmes les ensorcellent ne se doutent bien sûr pas du sale tour que se prépare à leur jouer cet auteur qu'ils vénèrent. Un épisode après l'autre, les brillants exploits du héros déroulés avec un mélange de confidentialité gourmet et de légitime fierté par le docteur Watson n'ont cessé de faire de plus en plus d'adeptes. Les dernières nouvelles parues dans le magazine ont encore accru aux yeux des plus avides de sensations le pouvoir d'envoûtement d'une fiction qui finira même par apparaître comme la relation de la véritable existence des locataires du 221 bis Baker Street. Dès les premières lignes de la nouvelle fournie par Conan Doyle, le ton est donné. Voici ce que le docteur Watson écrit dans son récit. C'est donc le récit de la dernière aventure. C'est avec tristesse que je prends ma plume afin d'évoquer une dernière fois les talents prodigieux de mon ami, Monsieur Sherlock Holmes, un être exceptionnel. Ce qui va suivre ne va pas du tout être du goût des fidèles du grand détective. Vous écoutez Radio Classique. Lorsque le public découvre dans les pages du Strand Magazine que Sherlock Holmes est mort, inutile de vous dire que dans beaucoup de foyers anglais, c'est un véritable séisme. Le siège du magazine est immédiatement submergé de lettres de protestation. On s'offusque qu'un auteur puisse se moquer des lecteurs au point de faire mourir comme ça leur héros. Et le directeur Smith ne sait plus quoi faire, il enchaîne les crises de nerfs, il maudit Conan Doyle. Et lorsque ce dernier avait écrit à sa mère qu'il comptait faire mourir le détective pour s'en libérer, voici ce qu'avait répondu sa mère. « Faites comme bon vous semble, mais le public ne le prendra pas de gaieté de cœur. » Et certains racontent qu'Arthur aurait été agressé dans la rue. Il y aurait même des gens qui lui auraient craché au visage pour avoir osé tuer Sherlock Holmes. On l'accuse d'être un assassin. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle ? Il faut peut-être se pencher un peu sur les dernières pages. Le dernier problème, c'est l'histoire d'une fuite.
Holmes et Watson, évidemment, quittent l'Angleterre pour fuir le professeur Moriarty, qui est à la tête d'une organisation criminelle mondiale très puissante, auquel le détective britannique, vous savez, essaie de porter des coups qu'il espère fatals. Sherlock et Watson se rendent donc en Suisse, à Meiringen. Le directeur de l'hôtel dans lequel les deux hommes logent va leur conseiller d'admirer les chutes magnifiques de la région, les chutes du Reichenbach. Watson et Holmes se rendent donc aux fameuses chutes, sauf qu'en chemin, un employé de l'hôtel accourt et demande au docteur Watson de faire demi-tour pour porter secours à une femme qui se sent très mal à l'hôtel, ce que fait Watson. Et en parvenant à l'hôtel, Watson s'aperçoit qu'aucune femme ne se sent mal. C'était un leurre. Il comprend que Sherlock Holmes a été laissé seul parce qu'il est en danger. C'est un piège, évidemment, de Moriarty. Il court aux chutes, Watson, il ne trouve personne. Des traces de pas de deux hommes laissent penser qu'il y a eu une bagarre, une dispute, probablement, oui, une rixe au même endroit. Les deux hommes ont disparu dans les chutes du Reichenbach. Et une note de Sherlock Holmes, qui est découverte là sur place, permettra d'arrêter tous les complices de Moriarty, ce qui est une sorte de triomphe, mais de triomphe posthume du détective, qui avait parfaitement mis tout en place, mais qui n'a pas survécu à son enquête. Il est bel et bien mort. Les amateurs de Holmes ne supportent pas cette fin, bien entendu. Ils écrivent au magazine, le directeur se tire les cheveux, il reçoit la seule personne qui trouve la situation tout à fait acceptable, c'est Arthur Conan Doyle lui-même, qui vient lui proposer une nouvelle collaboration. Et Smith comprend que quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, il ne va pas parvenir à convaincre Conan Doyle, de ressusciter son héros. Alors, à défaut de mieux, il accepte ses prochaines nouvelles et l'écrivain lui demande quelques mois quand même pour avoir le temps d'écrire autre chose, des romans historiques. Le mois suivant, on est donc en janvier 1894, Arthur se rend à Davos en Suisse avec sa femme Louise et leurs deux enfants pour profiter de l'air de la montagne. Il faut savoir que quelques mois plus tôt, les médecins lui ont diagnostiqué la tuberculose. C'est donc à Davos que la famille s'installe. L'état de santé de Louise a l'air de s'améliorer dans ce bon air suisse et elle accepte que son mari se rende aux États-Unis pour y chercher l'inspiration pour de nouvelles histoires. Et avec son frère, Conan Doyle va parcourir une partie des États-Unis, Chicago, Indianapolis, Toledo, Detroit, Milwaukee. Arthur est irrité quand il se rend compte que même de l'autre côté de l'Atlantique, les lecteurs lui demandent constamment de dédicacer les romans où agit et où se déroulent les exploits du plus célèbre des détectives. Alors il accepte, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, mais il grince un peu des dents et pendant ses voyages, il écrit des nouvelles historiques qui n'ont pas, évidemment, le même intérêt aux yeux des lecteurs. Il envoie tout ça au Strand, qui publie les nouvelles, tout en disant bien que ces textes sont l'œuvre de l'auteur de Sherlock Holmes. Mais ça ne suffit pas. Les lettres continuent d'arriver par brouettes entières, demandant toujours la même chose, le retour de Sherlock Holmes. François Rivière écrit: à son retour dans le Vieux Monde, Arthur rejoint Louise à Davos et se procure une paire de skis norvégiens considérés comme particulièrement performants pour se consacrer à un sport qu'il contribuera à faire connaître. Il exécutera ainsi plusieurs descentes mémorables, dont une sur le dos, heureusement sans gravité, comme pour tester la résistance du Harris Tweed de son costume. Il se remet bientôt à écrire, donnant naissance à la figure pittoresque et attachante du brigadier Étienne Gérard, auquel il a beaucoup pensé pendant son séjour outre-Atlantique. Et c'est à la figure de ce brigadier que pendant près de 10 ans, Arthur Conan Doyle va se consacrer, toujours dans le Strand Magazine. Pour l'écrivain, Sherlock Holmes est derrière lui. Pas question de le ressusciter. Il est mort dans les chutes du Reichenbach. Enfin, ça c'est ce qu'il croit. Ça c'est ce qu'il voudrait penser encore. Franck Ferrand sur Radio Classique. Nous sommes arrivés en 1903. Vous voyez qu'on a fait un petit bond dans le temps. Ça fait 10 ans que Sherlock Holmes est mort. Il y a eu 2 petites exceptions quand même, puisque Sherlock a été interprété au théâtre avec l'accord de Conan Doyle, évidemment.
qui a dit au metteur en scène « Faites de lui ce que bon vous semble, tuez-le même si vous voulez ». C'est une obsession chez lui. Et la pièce a eu un très grand succès, aussi bien en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis d'ailleurs. Deuxième entorse à la décision d'Arthur, l'écriture du Chien des Baskerville, c'était en 1901. Conan Doyle a entendu parler d'une légende du Devon, légende qui raconte l'histoire d'un homme du XVIIe siècle qui avait vendu son âme au diable et signé un pacte avec les chiens de l'enfer. Et c'est un ami d'Arthur qui lui a raconté cette histoire. Il a convaincu l'écrivain d'en faire un roman avec son célèbre détective. Et Conan Doyle a accepté. Sherlock Holmes apparaît assez peu d'ailleurs dans ce roman, puisque c'est le docteur Watson qui a la part belle dans Le Chien des Baskerville. Et puis surtout, ce livre ne s'inscrit pas du tout dans la chronologie des dernières nouvelles. Cette histoire ne fait pas revenir Sherlock. C'est un flashback, si vous voulez. Elle montre un épisode qui aurait pu être oublié de sa vie et de son aventure. Sherlock Holmes est donc bel et bien toujours mort dans les chutes du Reichenbach. Arthur a réalisé pas mal de choses pendant ces 10 ans. Il a énormément voyagé, il a fait du ski, vous l'avez compris, il fait du spiritisme aussi. J'ai eu l'occasion de vous en parler à ce même micro. Il s'est enrôlé dans l'armée comme médecin militaire au moment de la guerre des Boers en Afrique du Sud, où il dirige un hôpital militaire, tâche qu'il honore d'ailleurs d'une façon très courageuse. Il faut imaginer ce que pouvait être la chaleur pendant cette guerre des Boers. C'est à ce moment-là que le roi Édouard VII lui décerne le titre de Sir Arthur. Il a aussi fait construire une très grande maison à Hindhead avec tout l'argent qu'il avait pu gagner grâce à Sherlock Holmes, parce qu'il faut dire que son niveau de vie n'est plus du tout le même. Et c'est d'ailleurs, pour tout vous dire, ce qui va peut-être un peu changer les choses. Franck Ferrand sur Radio Classique. 1903 donc. Alors qu'Arthur se trouve chez lui avec sa femme, ses 2 enfants et sa mère est toujours très présente, Mam, comme il l'appelle, est toujours très présente dans sa vie. Il reçoit donc un télégramme des États-Unis, télégramme qui vient du magazine Collier's Weekly, avec une proposition tout à fait simple, le télégramme court. Il lui est demandé s'il veut bien reprendre les nouvelles de Sherlock Holmes au sein des pages du magazine, et pour cela, pour 8 nouvelles, on est prêt à lui offrir $30,000, ce qui, à l'époque, est une somme complètement vertigineuse. C'est probablement plus d'1 million de dollars d'aujourd'hui, même largement. Que répond Arthur Conan Doyle? Oh, le télégramme est également très court. « Very good, ACD », je cite François Rivière. Il va devoir alors renouer avec le fil d'une saga dont Le Chien des Baskerville n'est qu'un épisode se déroulant chronologiquement avant la disparition supposée du héros dans les chutes de Reichenbach. Un gimmick introduit dans la pièce réécrite par William Gillette trouvera son utilité dans l'épisode intitulé « La maison vide » que les lecteurs du Colliers vont découvrir en septembre 1903. Le public britannique patientera encore jusqu'en octobre pour apprendre, at last, comment le détective a pu échapper aux griffes de Moriarty avant de se mettre en chasse de l'associé du Napoléon du crime, un certain Sébastien Moran. Dans cette nouvelle, Holmes expliquera ne pas en fait être tombé dans les fameuses chutes en Suisse avec Moriarty 3 ans plus tôt. Il a pris le dessus dans le combat alors qu'il était juste au-dessus des chutes, et il a organisé sa propre disparition, sa mort supposée, pour en faire un avantage sur ses ennemis. Entre-temps, il s'est rendu au Tibet, en Perse, puis longuement en France, et il est de retour à Londres pour élucider de nouveau des crimes avec le talent qu'on lui connaît. Voilà comment Arthur Conan Doyle a organisé le retour un peu tiré par les cheveux de son héros. Alors vous me direz que bien des cinéastes par la suite vont se servir du même genre d'artifice. Quand un personnage trop populaire disparaît un peu trop vite, eh bien, il arrive qu'on le fasse ressusciter. C'est le cas aussi dans un certain nombre de séries télé, on pourrait faire la liste. Bref, de son vivant, Arthur Conan Doyle aura écrit 56 nouvelles et 4 romans. Il ne cessera d'écrire qu'en 1927. 1927, c'est 3 ans avant sa mort. Il est mort à l'âge de 71 ans en 1930, Arthur Conan Doyle. Sir Arthur, devrais-je dire. Vous savez que aujourd'hui encore, Sherlock Holmes est le personnage le plus représenté au monde, que ce soit dans les films, dans les séries. Il doit y avoir en ce moment au moins 4 séries autour du personnage de Sherlock Holmes, dans les bandes dessinées bien sûr, et dans toutes sortes de jeux, et notamment de jeux vidéo.
Conan Doyle aura essayé de se débarrasser du personnage, mais on ne se débarrasse pas aussi facilement du plus grand détective de tous les temps. Ce personnage, disait-il, était en train de lui bouffer sa vie. Eh bien, il a même d'une certaine façon dévoré sa postérité.